chose lourde. Là, chargée de peur. J'avais été violée petite fille et bien que j'ai grandi et que j'ai fait tout ce qu'une adulte peut faire avec son vagin, je n'étais jamais vraiment revenue dans cette partie de mon corps. En fait, j'avais vécu presque toute ma vie sans mon moteur, sans mon centre de gravité, sans mon deuxième cœur. J'avais besoin de trouver une sorte de contexte, de culture, de communauté du vagin. Il y a tellement d'ombre et de mystères autour d'eux. Un peu comme le triangle des Bermudes. Personne n'en revient jamais pour vous en parler. Commençons justement par le mot vagin. Vagin. C'est un mot absolument ridicule. Fondamentalement antisexuel. Vous essayez de le dire pendant que vous faites l'amour. Chérie, caresse-moi le vagin. Vous foutez tout par terre. Tout de suite. J'ai discuté avec plus de 200 femmes. De toutes les origines, de toutes les professions, de toutes les religions possibles. Et au début, ces femmes étaient un peu timides. Elles n'osaient pas parler. Mais une fois lancées, on ne pouvait plus les arrêter. Les femmes adorent parler de leur vagin. En fait, ce qui les excitait le plus, c'est que personne ne leur avait jamais demandé ça avant. J'étais inquiète à cause des vagins. Comment on les appelle et comment on ne les appelle pas. J'ai demandé aux femmes comment leur mère appelait leur vagin lorsqu'elles étaient petites. Ici, on dit des minous. Une femme m'a raconté qu'une fois, sa mère lui a dit « Ne mets pas de culotte sous ton pyjama, ma chérie. Faut aérer le minou. » Dans le nord, on dira le petit coin, ou le poudrier. Au sud, la foufoune ou le mistigris. Ici, on aura le zizi, le piou-piou, la languette. Et là, le kiki, la poupounette ou le zigoudoui. J'ai trouvé la cracounette, la bibiche, le frifriou, la boîte à malice. Et mes préférés, les vagins en hête. La nénette, la minette, la minouchette, la foufounette, la chounette, la chatounette. Ici, on aura la cacounette et ailleurs la crapounette. Vous voyez, je me suis beaucoup inquiétée à cause des vagins. Qui se sont, je crois, autant inquiétés que moi quant à la question des vagins. Vagin. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Vagin. Je le redis. Depuis que je travaille sur cette exposition, je le dis encore et encore. Je le dis dans des musées, bien sûr, dans des facultés, dans des salons, dans des cafés, dans des dîners, à la radio, dans beaucoup de pays. Je le dis à la télé, quand on me permet de le faire. Je le dis 123 fois. Je le dis dans mon sommeil. Je le dis parce que je suis censé ne pas le dire. Parce que c'est un mot indicible. Un mot qui provoque l'angoisse, la gêne, le mépris et le dégoût. Je le dis parce que je crois que ce qu'on ne dit pas, on ne le voit pas. On ne le reconnaît pas, on ne se le rappelle pas. Ce qu'on ne dit pas devient un secret. Et les secrets, souvent, engendrent la honte, la peur, les mythes. Je le dis parce que je veux pouvoir un jour le dire naturellement, sans éprouver un sentiment de honte ou de culpabilité. Je le dis parce que je n'ai pas trouvé de mot qui soit plus général et qui décrit réellement toute cette zone et tout ce qui la compose. Chatte serait certainement un mot bien meilleur, mais il véhicule trop de choses. Vulve. Vulve est un bon mot, plus spécifique. Mais je crois que la plupart
seulement ceux qui incluent la vulve. Nous disons vagin parce que nous voulons que les gens nous répondent. Et ils le font. D'une façon ou d'une autre. Ils ont tout fait pour censurer le mot dans la communication. Oui, et quand nous leur demandons pourquoi, vagin n'est pas un mot pornographique. Ce n'est qu'un terme médical qui désigne une partie du corps, comme main, coude ou côte. Et on nous dit, ce n'est peut-être pas pornographique, mais c'est sale. Si nos petites filles l'entendent, qu'allons-nous leur dire? Eh bien, vous pourriez peut-être leur dire qu'elles ont un vagin, si elles ne le savent pas déjà. Et allez fêter ça tous ensemble. Oui, mais nous n'appelons pas leur vagin vagin. Et vous les appelez comment? Le zizi, le frifri, le pipi, la coucounette, et ainsi de suite. Nous disons vagin parce que nous avons lu les statistiques. Partout, les vagins subissent de mauvais traitements. Des centaines de milliers de femmes sont violées chaque année dans le monde. 100 millions de femmes ont subi des mutilations génitales. La liste est longue. Je dis vagin parce que je veux que cessent ces horreurs. Et je sais qu'elles ne cesseront pas tant que nous n'admettrons pas qu'elles existent. Et le seul moyen de le savoir, c'est de permettre aux femmes de parler sans peur d'être punies ou sanctionnées. Oui, tout à fait. Ça fait peur de dire le mot vagin. La première fois, vous avez l'impression de vous écraser contre un mur invisible. Vagin! Vous vous sentez coupable et en tort, comme si quelqu'un allait venir vous frapper. Et puis, une fois que vous avez dit le mot, une centaine, voire 1 millier de fois, il vous apparaît que c'est votre mot, votre corps, votre moi le plus essentiel. Vous prenez soudain conscience que toute la honte et toute la gêne que vous éprouviez avant, en disant le mot, n'était qu'une manière de réduire au silence votre désir et de saper votre ambition. Alors, ce mot, vous commencez à le dire de plus en plus. Vous le dites avec une sorte de passion, une sorte d'urgence, parce que vous sentez que si vous cessez de le dire, la peur va à nouveau s'emparer de vous et vous allez retomber dans le murmure embarrassé. Et vous vous sentez tout excité par votre vagin. Vous voulez l'explorer, l'étudier, faire sa connaissance, lui donner du plaisir pour qu'il garde une bonne santé, pour qu'il soit fort, garde toute sa sagesse. Vous lui donnez du plaisir et vous apprenez à votre amant comment le satisfaire. Vous êtes conscient de votre vagin tout au long de la journée, où que vous soyez. Dans la voiture, en faisant course, à la gym, au travail. Vous ressentez cette partie de vous entre vos jambes, précieuse, superbe, donneuse de vie. Ça vous fait sourire, ça vous rend fier. Et quand de plus en plus de femmes diront le mot, le dire ne sera plus un problème. Il fera partie de notre vocabulaire, partie de notre vie. Nos vagins seront alors intégrés. Ils seront intégrés, respectés, sacrés. Ils feront partie intégrante de nos corps, connectés à nos esprits, alimentant nos cerveaux. La honte disparaîtra et les violations cesseront. Parce que les vagins seront visibles et réels, qu'ils seront associés à un discours féminin plein de puissance et de sagesse. Nous avons un long voyage devant nous. Et ceci est le commencement du voyage. Voici le lieu pour penser à nos vagins, pour apprendre grâce à celui des autres femmes, pour écouter des histoires et des points de vue, pour répondre à des questions ou pour nous en poser. Voici le lieu pour s'affranchir des mythes, de la honte et de la peur. Voici le lieu pour apprendre à dire le mot, car, comme chacun le sait, c'est le mot qui fait avancer, et c'est le mot qui rend libre. Vagin. Vagin.
pas aimer un vagin si on n'aime pas les poils? Beaucoup de gens n'aiment pas les poils. Mon premier et unique mari détestait les poils. Il disait que c'était désagréable et sale. Alors il m'a obligé à me raser. Mon vagin avait l'air bouffi et sans défense, comme celui d'une petite fille. Ça l'excitait. Quand il me faisait l'amour, mon vagin ressentait ce que devait ressentir une barbe que l'on vient de raser. Je le grattais. C'était à la fois bon et douloureux. Vous savez, comme quand on gratte un bouton de moustique. Puis il y avait ces horribles petits boutons rouges. Non. J'ai refusé de continuer à me raser. Alors mon mari m'a trompé. Nous avons fait une thérapie de couple, où mon mari disait qu'il allait voir ailleurs parce que je refusais de le satisfaire sexuellement, que je ne voulais pas me raser le vagin. La thérapeute avait un accent allemand à couper au couteau. Elle poussait des « ah » à la fin de chacune de ses phrases. « Ah » pour montrer toute son empathie. Elle m'a demandé pourquoi je refusais de satisfaire sexuellement mon mari. « Ah, pourquoi je ne voulais pas me raser le vagin ?» Et je lui ai dit que c'était très bizarre. Que quand je n'avais plus de poils, là, en bas, je me sentais toute petite. Que je ne pouvais pas m'empêcher de parler comme un bébé. Ma peau était très irritée, au point même que les crèmes apaisantes n'y faisaient rien. Elle m'a répondu que le mariage n'était fait que de compromis. Alors je lui ai demandé si le fait de me raser le vagin empêcherait mon mari d'aller voir ailleurs, si elle avait connu des cas similaires aux miens auparavant. Elle m'a répondu « Ah !» que les questions diluaient le processus, qu'elle était sûre que c'était un bon début, qu'il fallait que je me jette à l'eau. Une fois rentré à la maison, c'est mon mari lui-même qui a tenu à me raser le vagin. Il m'a fait quelques petites coupures, ici et là. Il y avait même un peu de sang dans la baignoire. Pensez-vous, il ne l'a même pas remarqué tellement il était heureux de me raser. Plus tard, quand il se serrait contre moi, je sentais ses poils hérissés, piquant mon vagin misaine. Il n'y avait plus de protection. Il n'y avait plus de matelas duveteux. J'ai alors compris que s'il y avait des poils, il y avait une raison. Ils sont comme les feuilles qui entourent la fleur, comme la pelouse qui entoure votre maison. Pour aimer un vagin, vous devez aimer les poils. Vous n'avez pas le choix. L'un ne va pas sans l'autre. En plus, mon mari a continué à me tromper.
pas aller voir depuis 1953. Non, ça n'a rien à voir avec la victoire d'Eisenhower aux élections. Non, c'est comme une cave. C'est humide. C'est moisi. Croyez-moi, on n'a pas envie d'aller y voir. L'odeur est insupportable. Ça rend malade. On suffoque. Ça sent l'humidité, la moisissure et tout. Ah, ça imprègne les vêtements. Non, non, il n'y a pas eu d'accident. Il n'y a jamais eu de feu, pas d'explosion, rien. Rien d'aussi grave. Puis de toute façon, qu'est-ce que ça peut bien faire à des jeunes comme vous, toute cette histoire? Bon, je vous raconte. Il y a eu un garçon, Andy Lefkoff. Il était tellement mignon. Enfin, je le trouvais mignon. Il était grand comme moi et vraiment, je l'aimais bien. Il m'a demandé de sortir avec lui, dans sa voiture. Non, non, c'est trop dur de se souvenir de ça, en bas. Je veux dire, on sait que c'est là, point. C'est comme la cave. Quelquefois, ça gargouille. On entend des bruits de tuyauterie, des trucs qui ont du mal à passer, des petites bêtes, des machins. C'est tout mouillé. Alors on fait réparer les fuites. Le reste du temps, la porte est fermée et on l'oublie. Mais il faut bien que ça y soit, parce que toutes les maisons ont besoin d'une cave. Sinon ce serait la chambre qui serait au sous-sol. Andy Lefkoff. Oui, il était très bien. Et c'était un beau parti. Nous étions dans sa voiture, une Chevrolet blanche toute neuve. Je me souviens, je me suis dit que j'avais de trop longues jambes pour les sièges. Elle butait sur la boîte à gants. J'étais en train d'observer mes gros genoux quand subitement, il m'a embrassée, d'autorité, comme dans les films. Et ça m'a excitée. Ça m'a tellement excitée que, eh bien, il y a eu une inondation. Là, en bas, je ne pouvais pas me contrôler. C'était comme un flot de passion, un torrent de vie qui jaillissait de moi, traversait ma culotte et se répandait sur le siège de sa Chevrolet blanche toute neuve. C'était pas du pipi et ça sentait... Enfin, moi, j'ai rien senti du tout, mais Andy, lui, a dit que ça sentait comme du lait qui a tourné et que ça allait tacher le siège de sa voiture. Il a dit que j'étais une fille pas normale et que je puais. Je lui ai dit que d'habitude, je ne faisais pas ça, que c'était son baiser qui m'avait prise par surprise. J'ai voulu essayer de réparer les dégâts en frottant avec ma robe. C'est une robe toute neuve, avec de grandes fleurs jaunes. Et avec les taches, elle était devenue horrible. Andy m'a raccompagnée sans dire un mot. Et quand je suis descendue, quand j'ai fermé la portière de sa voiture, j'ai fermé la boutique pour toujours, à double tour. J'ai plus jamais rouvert. Cessation d'activité. Je suis sortie avec d'autres garçons après ça, mais je ne me suis plus jamais laissée aller. J'avais trop peur d'une nouvelle inondation. Je faisais des rêves insensés. Il y avait toujours Burt Reynolds. Burt et moi. On sort tous les deux dans le restaurant d'un casino. Monumental. Avec de grands chandeliers. Plein de trucs partout. Et des milliers de serveurs en habit. Burt m'offre une orchidée. On rit. Et là, il me regarde dans les yeux. Il m'attire vers lui, en plein milieu du restaurant. Et lorsqu'il s'apprête à m'embrasser, toute la salle se met à trembler. Les pigeons sortent de dessous les tables. J'ai jamais compris ce que les pigeons venaient faire là-dedans. Et l'inondation commence. Venant de là, en bas, ça sort de moi, et ça coule, et ça coule. Il y a des petits bateaux et des poissons, et tout le restaurant s'en va.
lui refait le coup une fois de plus. Il regarde consterné. Ses amis, Dean Martin et rien que des gens comme ça, passaient à la nage devant nous en smoking. Maintenant, je ne fais plus ce rêve. Plus depuis qu'on m'a enlevé tout ce qui avait un rapport avec ça, là, en bas. L'utérus, les trompes et tout le reste. Le chirurgien a voulu être drôle. Il m'a dit, quand on ne s'en sert pas, on ne le garde pas. Mais en réalité, j'avais un cancer. Il fallait tout enlever tout autour. De toute façon, à quoi ça me servait? Ce n'est pas une chose qui parle. C'est un endroit. Un endroit où on ne va pas. Sous la maison. C'est fermé. Là. En bas. Ça fait bizarre de sortir tout ça. De repenser à ça. À ce truc-là. En bas. Mais je vais vous dire, vous êtes les premiers à qui je parle de ça et je me sens un tout petit peu mieux. Excusez-moi, ça n'a pas l'air de trop vous intéresser. Moi, vous savez, le vagin. Mais savez-vous seulement qu'au cours d'un procès en sorcellerie en 1593, le magistrat instructeur, un homme marié, découvrit pour la première fois l'existence du clitoris. Il l'identifia comme étant un mamelon du diable, preuve irréfutable de la culpabilité de la sorcière. C'était une petite excroissance de chouette, pointant à manière d'un mamelon et longue d'un demi-pouce. Et le dit magistrat, l'ayant aperçu au premier coup d'œil, quoique sans regarder de trop près cependant, car juste en endroit si ténébreux que point les descends d'y porter le regard. Mais ne voulant finalement pas garder par devers soi des couvertes si étranges, résolu de la montrer à ses divers assistants, lesquels assistants déclarèrent n'avoir jamais vu une chose semblable, et la femme fut condamnée comme sorcière. Ah, sinon j'ai une autre histoire à vous raconter. Votre vagin, il sent quoi? La terre, les ordures humides. Dieu, L'eau. Un nouveau matin tout neuf. l'immensité, le pain d'épices, la sueur. Ça dépend. Le muscle. moi, Rien, d'après ce qu'on m'a dit. L'ananas, Un calice d'essences aromatiques. Paloma Picasso, La terre et le muscle. La cannelle et le girofle. la rose, une forêt de jasmin, musquée et épicée, profonde, très très profonde. La mousse humide, un bon bonbon. Le Pacifique Sud. Quelque chose entre le poisson et le lilas. la pêche, Un sous-bois, un fruit mûr, le thé qui me fraise, Le poisson. Le paradis. de l'eau avec du vinaigre, une liqueur douce et légère, Le fromage. l'océan, Le sexe. Une éponge. le commencement,
Je vais vous raconter comment j'ai réussi à aimer mon vagin. C'est un peu embarrassant parce que ce n'est pas très politiquement correct. Si vous voulez, je sais que ça aurait dû m'arriver dans un bain parfumé, avec des grains de sel venant de la mer morte, de la musique indienne en fond sonore, et moi, tombant amoureuse de ma féminitude. Je connais la chanson. Les vagins sont beaux, notre haine de nous-mêmes, et que la haine est le rejet de notre culture patriarcale. Que tout ça n'est qu'une idée. Il faut vivre en communion avec son sexe. Je sais tout ça. C'est un peu comme si nous avions été élevés dans un monde où on nous aurait dit que les grosses cuisses sont belles, et que nous avions passé notre temps à engloutir des glaces, des gâteaux à la crème, à ne rien faire d'autre que rester toute la journée au lit, à regarder nos grosses cuisses se remplir de cellulite. Malheureusement, nous n'avons pas grandi dans ce monde-là. Je haïssais mes cuisses, et je haïssais d'autant plus mon vagin. Je le trouvais absolument horrible. Je faisais partie de ces femmes qui l'avaient regardé et qui, depuis cet instant, ne voulaient plus en avoir. Il me rendait malade. Et je plaignais quiconque qui, de près comme de loin, devait avoir affaire à lui. Alors, pour m'aider à survivre, je faisais comme s'il y avait autre chose, là, entre mes jambes. J'imaginais des meubles, des futons confortables, avec des couvertures en coton légère, des petits canapés de velours, de jolis mouchoirs en soie, ou encore des cache-théières matelassées, des couvertures de léopard, ou même des mini-paysages, un lac, pur comme le cristal, ou un marais salant. Quand je faisais l'amour, je m'imaginais que mon partenaire pénétrait une étole de vison, ou une rose rouge, ou un vase ming. Et puis j'ai rencontré Paul. Paul était le type le plus ordinaire de tous ceux que j'avais rencontrés. Il était grand, maigre, sans signe particulier. Il portait des vêtements kaki. Paul n'aimait pas la cuisine épicée. Il n'aimait pas le rock. La lingerie sexy ne l'intéressait absolument pas. Il n'était pas intéressant, ni mystérieux, ni drôle. Il n'était pas riche, il n'était pas pauvre. Il n'avait pas de problème, pas de passion. Il ne conduisait pas vite, Paul. Il n'était même pas alcoolique. Non, pour être tout à fait honnête, Paul n'était absolument pas mon type d'homme. Je ne l'aurais jamais remarqué si je n'avais pas laissé tomber ma monnaie chez l'épicier. Il m'a aidé à ramasser les pièces, et quand ma main a touché la sienne, accidentellement, s'est passé quelque chose. Je me suis retrouvé au lit avec lui. Et c'est là que le miracle a eu lieu. Il s'est trouvé que Paul était un connaisseur. Il aimait les vagins. Il aimait leur toucher, il aimait leur saveur, il aimait leur odeur, mais par-dessus tout, il aimait les regarder. Il fallait qu'il les regarde. La première fois que nous avons fait l'amour, il m'a d'abord dit qu'il fallait qu'il me regarde. Mais, Paul, je suis là, devant toi. Non, toi. J'ai besoin de te regarder, toi. Bon, allume la lumière. Et qu'est-ce qu'il a, ce type? Il a peur du noir ou... Bien. Maintenant, je vais pouvoir te regarder. Paul, je suis là, devant toi. Mais tu fais quoi, là, Paul? J'ai besoin de te regarder, de voir à quoi tu ressembles. C'est pas une obligation. Fais-moi ce pourquoi on est là, c'est tout. Non, faut d'abord que je vois. Mais, Paul, tu as déjà vu un fauteuil en cuir rouge, tu as déjà vu un pavot, j'en suis sûr. Là, c'est vraiment toi. C'est terriblement intime. Tu peux pas faire juste ce que tu as à faire. Moi, tu es si belle. Tu es gracieuse, mystérieuse, innocente et sauvage. Et c'est là que tu vois tout ça? Oui, tout ça. Et plein d'autres choses encore.
Paul a regardé pendant presque 1 heure, comme s'il étudiait une carte, comme s'il observait la lune, comme s'il me regardait droit dans les yeux, sauf que c'était mon vagin. Dans la lumière, je le regardais me regarder. Il avait l'air tellement excité, tellement euphorique et tellement serein que je me suis senti moi-même toute mouillée, toute tourneboulée. J'ai commencé à me sentir belle et délectable, comme une œuvre d'art ou une chute d'eau. Paul n'avait pas peur, il n'était pas dégoûté. J'ai commencé à me sentir importante, à me sentir fière. J'ai commencé à aimer mon vagin. Et Paul était là, perdu dans sa contemplation, et j'étais là avec lui. Dans mon vagin, nous étions loin, très loin, tous les deux. Vaginiez-vous? Le clitoris est pur par définition. C'est le seul organe du corps humain fait purement pour le plaisir. Le clitoris n'est qu'une simple boule de nerfs. 8000 terminaisons nerveuses pour être tout à fait précis. C'est la plus forte concentration de terminaisons nerveuses qu'on a dans tout l'organisme. Plus que le bout des doigts, plus que les lèvres, plus que la langue, et 2 fois plus, je dis bien 2 fois plus, que le pénis. Alors, je vous le demande, qui voudrait d'un fusil à un coup, quand on a en sa possession une mitraillette? Si votre vagin était habillé, que porterait-il? On verrait. Un blouson de cuir. Des bas de soie. Un vison. Un bois rose. Un smoking d'homme. Un jean. Un truc moulant. Des émeraudes. Une robe du soir. Des sequins. Que de l'harmonie. Un tutu. De la lingerie transparente. Une robe de bal en taffetas. Un truc lavable en machine. Un pyjama en velours violet. De l'angora. Un nœud papillon rouge. Oh, de l'hermine et des perles. Un grand chapeau à fleurs. Un chapeau en léopard. Un kimono de soie. Un pantalon survêtement. Que de l'harmonie. Un tatouage. Un appareil à décharge électrique pour chasser les étrangers. Des talons aiguilles. De la dentelle et des rangers. Des fruits, des fleurs et des plumes roses. Du coton. Un tablier. Un bikini. Un imperméable. Et venez voir les filles. Vous voyez ce tableau? Ouais. Bah, ça me rappelle la première fois où j'ai eu mes règles. Ouais. En fait, j'avais 7 ans, j'étais en primaire. C'est mon frère qui a parlé pour la première fois des règles. J'ai pas vraiment beaucoup aimé la façon dont il rigolait. Mais vous m'écoutez, oui? Oui. Et donc, je suis allée voir ma mère pour lui demander qu'est-ce que c'était. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a répondu que c'était pour tracer des traits bien droits. Elle me tendait une épaisse serviette périodique et je devais aller la jeter une fois utilisée dans la cuisine, sous un évier, comme toutes les mamans. À la vue de tout le monde. Et ton père, il t'a dit quoi? Mon père m'a écrit une lettre pour ma petite fille qui n'est plus si petite. Super. Ouais. Et moi, ça m'est arrivé, j'avais 9 ans. Je me baladais, j'étais en petite culotte, parce que je n'étais pas encore habillée. Et j'ai regardé derrière moi, et j'ai vu les gouttes rouges sur les carreaux blancs. Elles étaient arrivées. J'ai dit ouais. Moi, c'était une copine qui m'avait dit tous les mois, c'est l'hémorragie totale. Alors, j'étais persuadée que j'allais me vider tout mon sang. C'était horrible. J'avais que 9 ans. C'est jeune. Alors, du coup, j'ai pris ma culotte dans les mains
et je l'ai jeté dans un coin de la maison pour pas que mes parents payent. Et toi? On parlait de ça. Si. Ok, j'avais 10 ans et demi, je t'ai pas préparé, mais ça t'est marrant. Et après? Ma mère m'a dit Mazel Tov. On n'avait compris si c'était bien ou mal. Ça se fait plus, ça. Moi, ma mère, elle m'a dit, tu dois mettre un torchon. Un torchon? Un torchon. Elle m'a dit surtout, pas de tampon. Il faut jamais rien mettre dans ton poudrier. Moi, c'était trop la honte. Ma mère a écrit une lettre à la prof de sport. Vous vous souvenez? Miss Caroline. Caroline? Oui. Ah. Et elle lui a dit, veuillez dispenser ma fille de basketball. Elle est une femme depuis ce matin. Et les filles, moi j'ai un truc qu'on a toutes vécu. Le pantalon blanc. Alors que les... Vous savez là, les... Eh ben, elles restent assises 5 jours sur de l'herbe quand elles ont leurs règles. C'est quand même vachement plus confortable. J'aurais bien voulu être disco. Et bah, chez Marie, ma meilleure amie, ils ont fait un super banquet en son honneur juste parce qu'elle avait eu ses règles. D'ailleurs, c'est elle qui m'a appris à mettre un tampon. Parce qu'au début, ça ne rentrait qu'à moitié. Ça me fait toujours la première fois. Ben nous, avec une pote, on a fait une séance de spiritisme. Ouh. On a demandé quand est-ce qu'on allait avoir nos règles. J'ai regardé par terre, elle a vu du sang, et elle a dit « Ça y est, je suis une femme ». C'est glauque, un petit peu. Et tu vois, ça a coïncidé avec l'apparition des poils sous les bras. Moi, d'un côté, j'avais des poils et de l'autre pas. C'était quand même terrible. Ah, c'est clair, hein. Moi, j'étais pas prête. Moi, j'avais mal au dos. Moi j'étais excitée. J'avais peur que les gens le sentent, disent que je sentais du poisson. J'ai vomi, j'ai pas pu manger. C'est triste. Moi, j'avais super faim. Oui, mais toi, t'as toujours. Oui, j'avoue. Moi, j'aime bien les petites gouttes. Les petites gouttes qui tombent dans les toilettes. On dirait de la peinture. Bon, allez, venez les filles, on va manger. Ah ouais, alors. Voici maintenant une réalité beaucoup moins drôle. 80 à 100 millions de petites filles et de jeunes femmes ont subi des mutilations génitales. Bon an, mal an, dans les pays où ces pratiques ont cours, pour la plupart des pays africains, quelques 2 millions de fillettes doivent s'attendre à ce qu'un couteau, un rasoir ou un morceau de verre leur sectionne le clitoris et que leurs lèvres soient cousues, en partie ou totalement, à l'aide d'un fil et d'une aiguille. Souvent, par hypocrisie, cette opération est comparée à la circoncision. En fait, cela équivaudrait chez un homme à l'ablation de la totalité du pénis, ainsi que de ses racines en tissu mou et d'une partie de la peau du scrotum. Conséquences à court terme, tétanos, septicémie, hémorragie, lésions de l'urètre, des parois vaginales, de la vessie et du sphincter anal. À long terme, infection utérine chronique, cicatrices pouvant entraîner des problèmes de motricité à vie, formation de fistules, douleurs et dangers à l'accouchement multipliés, mort prématurée. Mon vagin est en colère. Il en a ras-le-bol. Il est furieux. Il faut qu'il vous en parle. Il faut qu'il vous parle de toutes ces conneries. Bon, c'est quoi le problème? Une armée de gens qui n'ont qu'une idée en tête. Torturer mon pauvre cul, mon adorable petit vagin. Ils passent leur temps à inventer des trucs de malade, des idées dégoûtantes pour me saper la foufounette. C'est des enfoirés du vagin. Toutes ces saloperies
Ils veulent sans arrêt nous boucher avec, nous annihiler, nous aseptiser. Eh bien non, on ne supprimera pas mon vagin comme ça. Il est furieux, mais il reste bien là. Tenez, les tampons. C'est quoi cette saloperie? Non mais franchement, un putain de bout de coton tout sec qu'on se colle là? Il pourrait pas trouver un moyen plus délicat de les lubrifier, non? Dès que mon vagin en aperçoit un, il est en état de choc. Il a peur. Il ne peut plus se décontracter. Il dit « Pas question !» et il se ferme. Vous devez travailler pour les vagins, les préparer, leur présenter les choses, parce que ça sert à ça les préliminaires quand même, non? Vous devez convaincre mon vagin, le séduire, gagner sa confiance. Mais je peux vous dire que vous n'y arriverez jamais avec un putain de coton tout sec. Arrêtez de vouloir le remplir et arrêtez de vouloir le rendre propre. Mon vagin n'a pas besoin qu'on le nettoie. Il sent bon naturellement. En tout cas, c'est ce que les mecs disent. Ouah, qu'est-ce qu'il sent bon! Vachement bon qu'ils disent. Enfin, pas comme une rose. Faut pas exagérer non plus. Ne les croyez-vous pas? Ne les croyez pas s'ils vous disent qu'ils sentent la rose, alors qu'il est censé sentir la chatte, hein, tout simplement. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut vous faire croire quand on essaye de vous le nettoyer. Ils veulent qu'ils sentent les sels de bain, ou même comme un jardin. Tous ces sprays aux fruits, aux fleurs, à la pluie. Mais je ne veux pas que ma foufounette sente les fruits, les fleurs ou même après la pluie. Et les examens? Qui est-ce qui a inventé les examens? Ouais, il n'y aurait pas une façon plus agréable de les pratiquer? Pourquoi cette blouse en papier rêche, hein, qui vous rate la pointe des seins et qui crisse quand vous vous allongez et que vous vous sentez comme un vieux papier froissé qu'on a jeté n'importe où? Pourquoi cette lumière aveuglante, comme si vous étiez sur la scène d'un musical? Pourquoi ces gants caoutchouc? Ces étriers d'acier dignes des nazis? Et le bec de canard infâme et glacé? Non. Comment des femmes gynécologues peuvent vous faire ça? Ces visites foutent mon vagin dans une colère. Il est sur la défensive des semaines à l'avance. Il se ferme. Il n'arrive pas à se décontracter. Ça vous fait pas ça, à vous? Décontractez-vous! Décontractez votre vagin! Non, mais mon vagin, il est pas fou. Il sait ce qu'il attend. Il est malin. Un examen vaginal. Moi, j'appelle ça plutôt une mise à mort du vagin. On ne pourrait pas trouver un beau velours, m'envelopper dedans, enfiler des jolis gants bleus ou roses, délicats, chauffer le bec de canard. Bref, tout faire pour que mon vagin se sente bien. Mais non, encore et toujours des tortures, ces foutus tampons de coton sec, le bec de canard infâme et glacé et les strings. Les strings. Qui a eu cette idée de génie? Ça bouge tout le temps et ça vous rentre dans le vagin comme un vieux mégot rugueux. Alors qu'un vagin devrait toujours être libre, ouvert, jamais comprimé. C'est pour ça que les gueules sont si atroces. Nous avons besoin de bouger, de nous épanouir, de parler, de nous exprimer. Les vagins ont besoin de confort. Et il faut tout faire pour ça, pour leur donner du plaisir. Mais ça, bien sûr, ils ne veulent pas. Ça les défrise de voir une femme avoir du plaisir. Surtout quand c'est un plaisir sexuel. Alors là,
découvraient leurs pieds du matin au soir. Elles jouiraient en faisant les courses. Elles jouiraient dans le métro. Oh, eh ben oui, que des vagins heureux et en perpétuelle jouissance. Mais voir tous ces vagins heureux, libérés, stimulés aux anges, ça, ils ne le supporteraient pas. Non, au lieu de ça, ils vont nous inventer des papiers toilettes gratte-cul, hein, évidemment, pour compenser. Ça me rendait vraiment folle de rage, jusqu'à ce que je découvre tendresse, triple douceur de lotus. Tendresse est au vagin ce que Jace Normal est à l'art lyrique. Tendresse est doux, mais résistant, ferme sans être rêche. Tendresse caresse sans blesser. Si mon vagin pouvait parler, il parlerait de lui, comme je suis en train de le faire. Il parlerait des autres vagins, il donnerait ses impressions de vagin. Il serait drapé de diamants, de chez Cartier. Pas de vêtements, juste des diamants. Mon vagin a réussi à faire un gros bébé. Moi, j'espérais qu'il recommencerait. Et puis non. À présent, il veut lire, il veut voyager, il veut connaître des choses, il veut faire l'amour. Ah, il adore faire l'amour. Il a soif de profondeur. Il veut aller au bout des choses. Il veut de la tendresse, du changement, de la liberté, du silence, des baisers doux, des humidités chaudes et des caresses voluptueuses. Il veut du chocolat. Il veut être en confiance. Il veut de la beauté. Il veut hurler. Mais il ne veut plus être en colère. Il veut jouir. Il veut vouloir. Mon vagin, c'est bien simple. Il veut tout. Doucement. C'est toi? J'ai faim. Attends, je veux. Miam miam. Ah, oui, recommence. Non, par là. Lâche-moi. Reste à la maison. Bon choix. Essaye encore. Encore, s'il te plaît. Prends-moi dans tes bras. Joue. N'arrête pas. Encore. Tu te souviens de moi? Viens, rentre. Pas encore. Waouh, maman. Oui. Calme-moi. Entrez à vos risques et périls. Ah, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Je suis là. Allons-y. Trouve-moi. Merci. Bonjour. Trop dur. N'abandonne pas. Tom! Où est Brian? Oui, là. Comme ça. J'aime les vagins. J'aime les femmes. D'ailleurs, je ne parviens pas à dissocier les deux. Les femmes me payent pour les dominer, les exciter, les faire jouir. Je n'ai pas toujours fait ça, non loin de là. J'ai débuté comme avocate, mais vers la trentaine, donner du plaisir aux femmes est devenu une obsession. Il y a tant de femmes insatisfaites, tant de femmes qui n'ont pas accès au plaisir sexuel. Ça a commencé comme une sorte de mission à laquelle je me suis totalement investie. J'étais plutôt forte à ce jeu, on peut même dire particulièrement brillante. C'était un art, le mien. Alors, j'ai décidé de me faire payer. Et subitement, le droit fiscal m'est apparu profondément ennuyeux. Dans mes exercices avec les femmes, je portais des tenues provocantes, de la dentelle, de la soie, du cuir,
Et j'utilisais des accessoires, des fouets, des cordes, des menottes, des godemichés. Mais dans le droit fiscal, il n'y avait rien de tout cela. Il n'y avait ni accessoires ni tenue provocante. Il n'y avait pas de préliminaires complexes et mystérieux. Il n'y avait pas de moiteur. Il n'y avait pas de bouche qui donne tellement envie. De pointe de sein en érection. Mais surtout, il n'y avait pas de gémissement. En tout cas, pas les miens. Et c'est ça qui a été la clé. Je le vois bien maintenant. Ce sont les gémissements qui m'ont séduite, qui ont fait que donner du plaisir aux femmes est devenu ma drogue. Quand j'étais petite et que je voyais des femmes faire l'amour dans des films en poussant d'étranges gémissements orgasmiques, je riais bêtement. Je devenais étrangement hystérique. Je n'arrivais pas à croire que des sons aussi violents, impudiques et incontrôlables puissent venir d'une femme. Je crevais d'envie de gémir. Je m'enregistrais sur des cassettes en m'entraînant devant mon miroir. Je gémissais dans des styles différents, avec des tonalités différentes, parfois avec des trémolos de chanteuses d'opéra, parfois avec des intonations plus réservées, presque comme un refus de toute expression. Mais à chaque fois que je me repassais la cassette, ça sonnait faux. C'était faux. Parce qu'en réalité, ça ne venait pas de quelque chose de sexuel, mais de mon envie d'être sexuelle. Et puis un jour, j'avais 10 ans, j'ai eu une terrible envie de faire pipi. C'était pendant un long trajet en voiture. Ça faisait plus d'1 heure qu'on roulait, alors quand j'ai enfin pu aller dans les petites toilettes crasseuses d'une station-service, j'étais tellement excitée que j'ai joui. J'urinais et je gémissais en même temps. Je n'arrivais pas à le croire, moi en train de gémir dans une pauvre petite station Total au fin fond de nulle part. Et c'est là que j'ai compris que les gémissements viennent quand on n'obtient pas tout de suite ce que l'on désire, qu'on retarde les choses. J'ai compris qu'ils sont bien meilleurs quand ils vous arrivent par surprise, qu'ils viennent de cette partie de vous-même profonde et mystérieuse qui parle votre propre langage. J'ai compris que les gémissements n'étaient rien d'autre que ce langage. Et je suis devenue une gémisseuse. J'angoissais les mecs. Non, franchement, je les terrorisais. Je hurlais et ça les empêchait de se focaliser sur ce qu'ils étaient en train de faire. Au début, ils perdaient toute concentration. Et puis ils perdaient tout le reste. On ne pouvait pas faire l'amour chez les gens, les murs n'étaient jamais assez épais. J'avais une sale réputation dans mon immeuble et les gens me jetaient des regards offusqués dans l'ascenseur. Certains hommes me trouvaient trop hystérique. Ils me traitèrent même de malade. J'ai commencé à me sentir gênée par mes gémissements. Alors, j'ai appris à me contrôler, à me tenir plus convenablement. J'ai commencé à avoir des migraines et des troubles de toutes sortes, dus au stress. J'avais perdu tout espoir. Mais là, j'ai découvert les femmes. J'ai découvert que la plupart des femmes aimaient mes gémissements. Mais plus important encore, j'ai découvert à quel point j'étais excitée quand une autre femme gémissait. Non, pardon, quand je faisais gémir une autre femme. C'est devenu une espèce de passion. Trouver la clé pour rendre sa voix au vagin, pour libérer cette voix, ce chant sauvage. J'ai fait l'amour à des femmes habituellement silencieuses, mais j'ai découvert ce point profond et mystérieux en elles, et elles étaient choquées par leurs propres gémissements. J'ai fait l'amour à des femmes qui savaient ce qu'était qu'un gémissement, mais j'ai réussi à leur faire découvrir des gémissements plus intenses encore, qu'elles n'imaginaient même pas. Je devins obsédée. Je n'avais plus qu'une envie, avoir le contrôle sur les femmes, comme un chef d'orchestre. C'était un art délicat pour trouver le bon tempo, le point exact. J'appelais ça le gîte du gémir.
Parfois, je le trouvais au travers de la toile du jean. Parfois, je tombais dessus en secret. Je déconnectais tranquillement l'alarme qui le protégeait et j'entrais. Parfois, j'utilisais la force. Mais attention, pas une force brutale, oppressive, non, plutôt une force dominatrice, dans le genre « Viens, je t'emmène quelque part. Couche-toi et profite du voyage. » Parfois, je tombais sur le gémissement avant même que les choses sérieuses aient commencé. Et parfois, j'utilisais des accessoires. J'adore. Mais jamais je ne me laissais avoir par un pauvre petit gémissement facile, non. J'obligeais la femme à donner à son gémissement toute sa puissance. Il y a le gémissement clitoridien, le gémissement vaginal, le combiné clitovaginal, le presque gémissement, le pré-gémissement, le gémissement décidé, le gémissement chic, le gémissement Madonna, le gémissement 16e arrondissement, là-dessous, le gémissement juif, Non! le gémissement semi-religieux, le gémissement afro-américain, Oh merde! le gémissement catholique irlandais, Oh my god. le gémissement petit chien, le gémissement bébé, le gémissement soirée d'anniversaire, le gémissement inopiné, le gémissement militante bisexuelle totalement libérée, le gémissement mitraillette, le gémissement zen torturé, le gémissement diva, le gémissement doigt de pied écrasé, et pour finir, le gémissement triple orgasme que l'on n'attendait pas. Au XIXe siècle, les petites filles qui apprenaient à développer leur capacité orgasmique par la masturbation étaient considérées comme des cas médicaux. Souvent, on les traitait ou corrigeait par l'excision ou la cautérisation du clitoris. Ou en créant aussi une ceinture de chasteté miniature, c'est-à-dire en cousant ensemble les grandes lèvres pour mettre le clitoris hors de leur portée. Et même par castration avec ablation des ovaires. En revanche, il n'existe pas dans le littéraire médical d'ablation chirurgicale des testicules ou d'amputation du pénis pour empêcher la masturbation chez les petits garçons. Parce qu'aux États-Unis, la dernière clitoridectomie à but curatif de la masturbation connue a été enregistrée en 1948. Et sur qui? Eh bien sur une fillette de 5 ans. On déplace ça là-bas. Oh, je suis plus que ça. Mon vagin était une fraîche prairie, vert rose. Les vaches paissaient. Mon fiancé me caressait tendrement avec un fétu de paille blonde. Il y a quelque chose entre mes jambes.
sais pas ce que c'est. Je ne sais pas où c'est. Je ne veux pas y toucher. Plus maintenant. Plus depuis. Plus jamais. Mon vagin était bavard. Il ne pouvait attendre. Il en disait, il en disait. Depuis que je rêve qu'il y a un animal crevé, cousu avec du fil noir entre mes jambes, il ne parle plus. Et l'odeur horrible de l'animal mort m'envahit. Et sa gorge, tranchée, saigne et tache mes robes d'été. Mon vagin connaissait toutes les chansons de femmes, toutes les chansons paysannes, toutes les chansons des forêts d'automne, toutes les chansons du pays. Depuis que les soldats y ont glissé le canon de leur fusil, ils ne chantent plus. L'acier était si froid qu'il m'a glacé le cœur. Ont-ils tiré? Ont-ils me l'enfoncé jusqu'à mon cerveau qui se tord de peur? Je ne sais pas. 6 d'entre eux, monstres encagoulés de noir, m'enfoncent des bouteilles aussi. Et des matraques. Et un balai. Mon vagin était une rivière, où il faisait bon se baigner. Eau claire, coulant sur les pierres inondées de soleil, coulant sur la pierre de mon clitoris. Depuis que j'ai entendu la chair se déchirer en un bruit strident, la rivière ne coule plus. Plus depuis qu'un morceau de mon vagin, un morceau de ma lèvre, est resté dans ma main. Mon vagin, village vivant, doux et chaud, mon vagin, là où je suis né. Depuis que, pendant 7 jours, ils m'ont chacun à leur tour, puant La merde et la pourriture, inondées de leur sperme immonde, je n'y habite plus. Je suis devenu une rivière charriant le pu et les poisons. Et toutes les récoltes sont mortes, et tous les poissons. Mon vagin! Village vivant, doux et chaud. Ils t'ont massacré, envahi, incendié. Je ne peux plus venir te voir. Je ne peux plus te toucher. J'habite ailleurs à présent. Ailleurs. Mais je ne sais pas où c'est. Aimer les femmes, aimer nos vagins, les connaître et les toucher, se familiariser avec ce que nous sommes et avec ce dont nous avons besoin, arriver à nous satisfaire nous-mêmes et apprendre à nos amants à nous satisfaire, parler d'eux à haute voix, être présente dans nos vagins, parler de leur appétit et de leur souffrance, de leur solitude et de leur humour, et faire qu'ils soient bien visibles, pour qu'on ne puisse plus impunément les saccager dans l'ombre, et pour que ce qui est notre clé de voûte, notre essence, notre épicense et notre rêve ne soient pas plus longtemps brimés, mutilés, saccagés, paralysés, invisibles ou honteux. Vous devez dire comment on doit rentrer dans sa vagin. Alors allons-y. Entrons.
avec